Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode spécial du balado plein écran présenté par CISM dans le cadre du prix collégial du cinéma québécois qui célèbre cette année ses 15 ans. Pour l'occasion, on jase avec les cinéastes des 5 courts-métrages finalistes et leurs invités. Aujourd'hui, on a le bonheur d'avoir avec nous Juan Frank Hernandez, cinéaste, et son co-scénariste Vincent Labelle qui viennent nous parler de leur film d'horreur, de suspense, un film fantastique, Platanero. Bonne écoute! Salut Juan, salut Vincent. Salut. Merci d'être là, de venir nous jaser. Merci de nous inviter. Oui, ça fait plaisir. Votre magnifique film Platanero qui a vraiment suscité plein de questions dans les cégeps. Je pense que c'est un film aussi qui est ultra riche, qui a beaucoup de choses à jaser. Puis c'est super intéressant dans le co-scénariste, justement, qu'on puisse parler un peu précisément de scénarisation, comme c'est une façon de raconter l'histoire, je pense, qui va peut-être déstabiliser un peu les étudiants et étudiantes. Peut-être qu'on peut quand même commencer par la genèse du projet. Là. Comment vous êtes arrivé à faire ça? Est-ce que, Juan, tu as été chercher Vincent pour faire le scénario avec toi? Parce que je pense que cette idée-là est très personnelle pour toi. Là. Oui, elle était personnelle à moi. On s'était rencontrés à l'université, puis on parlait depuis longtemps de faire un projet de genre, de ça, et à un moment donné... 10-12 ans déjà. 10-12 ans, puis à un moment donné, j'ai dit, ça serait le fun de faire un jour un film qui a rapport avec ces thématiques-là folkloriques dominicaines, puis, tu sais, il a embarqué, il a trouvé le délire intéressant, puis on a essayé de faire un film dans ce milieu-là pendant longtemps. Ça a failli devenir toutes sortes de projets qui ont jamais abouti, parce que, mais tu sais, c'est ça qui arrive des fois dans les films, tu fais de la recherche, tu essaies de starter un projet, le projet tombe à l'eau, puis à un moment donné, on s'est dit, on a fait toute cette recherche-là, puis en plus, j'ai les lieux de tournage, tu sais, je viens de là-bas, puis toute ma famille me disait, faut faire un film. Puis là, tout d'un coup, j'ai dit, là, Vince, faut essayer de faire un film simple. Et simple et vraiment un short film, pas un long, quelque chose qu'on n'a jamais fait parce que toutes nos tentatives étaient trop complexes, trop out there. Là, il faut juste faire de quoi de vraiment simple, qui fait pas 25 minutes, qui a pas trop d'effets spéciaux, qui a pas trop de scènes, qui a pas des scènes de jour et de nuit. Et finalement, ça a donné ce... Un projet beaucoup trop complexe quand même. C'est ça. Ouais, en exagérant à peine, je pense qu'il y a 14-15 versions de Platanero avant d'arriver à finalement celle qu'on a réussi à porter à l'écran pour vrai. Mais lui, il a embarqué. C'est juste, avant, pas que je l'ai interrompu, c'est qu'à un moment donné, il a juste trouvé l'idée de... Il rentre dans une plantation, les personnages, puis ils se font poursuivre par un monstre durant la nuit. Puis là, j'étais comme, c'est trop... wait a minute. C'est quand même... c'est sûr qu'on peut faire ça genre en 10 minutes. Puis ça va juste être vraiment quick. Puis les gens... Mais finalement, c'est ça. Ouais, ça s'est complexifié. Ouais, exact. On a décidé de changer de point de vue parce qu'avant, on était toujours du côté des rancheros. C'était toujours un fils de travailleur dans le ranch qui finalement menait l'enquête. Puis là, on est... pourquoi on n'est pas du côté des gens qui vont dans la plantation la nuit? Ça a changé notre approche complètement, puis ça a donné ce petit projet-là. Petit projet, j'adore. Petit. Pas du tout complexe. Non. Mais justement, c'est super intéressant qu'on se retrouve dans la perspective des personnages haïtiens. Peut-être que tu peux aussi un peu nous parler de quand vous avez pris cette décision-là, déjà que tu étais peut-être en lien avec les comédiens qu'on retrouve dans le film, mais aussi en lien avec des choses que toi, tu as vues en étant là-bas, en grandissant là-bas, tu as vu quand même des choses par rapport à ce contexte politique-là qui est très peu... En tout cas, moi, je connaissais pas du tout. C'est une des choses que je trouve super intéressante dans le film, c'est que c'est aussi, ça nous éduque, là, d'une certaine façon, sur ce contexte-là. Fait que peut-être tu peux un peu parler de ça. Oui, c'est ça, le déclic. Ça, c'était exactement au moment où Vincent m'a dit, ils rentrent dans la plantation, puis ils se font poursuivre par un monstre. Et à un moment donné, j'étais retourné en République dominicaine. Tu sais, évidemment, je connaissais le backstory, tu sais, en gros, c'est mes voisins. Tu sais, toutes ces personnes... Tu sais, les personnages que tu vois dans le court-métrage, c'est vraiment basé sur mon voisinage, sur les gens que j'ai croisés. Grand frère et petit frère, c'est des gens qui existent réellement, mais tu sais, finalement, le film est devenu beaucoup plus proche de leur point de vue que je le pensais. Tu sais, c'est ça qui est... Tu sais, au moment où Vincent a réorienté l'angle du film, j'ai été témoin littéralement de pratiquement la première scène de Platanero en retournant en République dominicaine juste pour m'imprégner d'idées. À un moment donné,
j'ai pratiquement vu la première scène du film se dérouler devant mes yeux, tu sais. Fait que j'étais comme, oh wow. Puis là, j'ai appelé Vincent, j'ai dit, Vincent, j'ai la première scène du film, ça a comme pas de bon sens. Tu sais, des gens, ils se sauvent, ils s'en vont travailler, mais ils doivent se sauver d'agents d'immigration. C'est ben trop fou comme début. Puis en plus, c'est vrai. Puis ils sont venus se cacher dans le terrain de ma famille. Puis on disait, c'est-tu correct? Puis on était comme, OK, ben oui, vous pouvez faire ça, c'est correct. Ça, c'est des choses qui passent très bien dans un film comme ça, mais quand tu réalises que non, pour des gens, essayer d'éviter les patrouilles d'immigration comme ça, c'est pas du quotidien, mais c'est quelque chose qui fait activement partie de leur vie. Oui, c'est ça. C'est fou comment c'est un film qui est quand même qui va vers le fantastique, qui va vers le folklore, vers les légendes. On va en parler assurément. Mais je trouve ça fou de voir quand même que comme ça puise tellement dans un réel très concret. Ça rend, je pense, tout ça plus terrifiant parce que le film est quand même épeurant. Il y a des moments d'horreur. Mais on parle vraiment d'une réalité qui est aussi horrifique là, à la base de ça. Je pense que c'est ce qui fait la force du film aussi. Puis que c'est un film qui a énormément de couches. Puis comme je disais, il y a plein de questions qui viennent des étudiants et étudiantes. Fait que j'aimerais quand même qu'on en parle parce que je pense que c'est intéressant de répondre directement à leurs questions. Oui, j'ai hâte d'entendre ça. Oui! Ben, il y en a une que j'aime beaucoup parce que ça va nous permettre d'aborder les légendes puis le folklore. C'est Adja Marietou au Collège Stanislas qui demande pourquoi est-ce que c'est un loup-garou précisément et pas un autre monstre? Tu sais, cette légende-là, justement, d'où ça vient, puis c'est vraiment intéressant. Ben, ça doit être... C'est le Baka, ou en tout cas, vas-y. Oui, ben en fait, la créature qu'on a mis là, c'est un peu un syncrétisme entre la culture dominicaine et la culture haïtienne. Le loup-garou, qu'il appelle souvent dans les mythes haïtiens, ça prend pas tout le temps une forme de loup comme nous on la connaît, mais ça a été inspiré un peu par les histoires d'Européens qui ont entendu quand ils sont venus coloniser un peu l'endroit. Donc c'est vraiment un syncrétisme de toutes sortes de créatures. Puis on aimait la physicalité, une créature un petit peu énorme qui fait peur. Comme ça, les gens du Québec savent un peu c'est quoi un loup-garou aussi, ils peuvent faire le lien. Puis ben, c'est quelque chose, ça fait partie de leur folklore quand même. Donc, même s'il est transformé beaucoup. C'est ça qui est intéressant, c'est quand même quelque chose qu'on comprend. Là, l'évocation, elle est très claire ici aussi, mais de voir comment c'est transposé dans votre film, en effet. Puis il y a quelqu'un qui poussait la question plus loin, je trouvais ça vraiment intéressant. Même collège de Stanislas Amarante qui demandait pourquoi avoir choisi de le montrer, justement, le monstre. Est-ce qu'il y avait un peu une intention pour qu'on comprenne que c'est pas vraiment un monstre puis que c'est une symbolique? Ou, tu sais, comme pourquoi vous avez décidé que c'était important qu'on le voit? Parce que ça aurait pu être complètement hors champ. Donc, on a décidé de le montrer. L'enfant, le personnage principal, Tifray, il avait 8 ans dans les premières versions du scénario. Donc, on a décidé d'y aller avec un peu l'aspect du réalisme magique. Tu sais pas vraiment qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il ne voit pas. Est-ce que son interprétation de ce qui est réel, un monstre qui représente le racisme, qui est là, qui court après lui, ses frères, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est dans sa tête? Tu sais, il y avait toutes ces questions-là. C'est intéressant, ouais. Donc, qu'est-ce qui est monstrueux dans tout ça, au final? C'est le fait, c'est les crimes qui sont commis, c'est le meurtre, c'est la violence, le racisme. Donc, ça représentait un petit peu ça. On a décidé de le montrer finalement parce que la créature, est-ce un homme costumé? Est-ce réellement un monstre? Puis elle a des attributs aussi de l'homme costumé qu'on voit. Fait que, en même temps, on pouvait faire des liens visuellement. Fait que c'est une question de créer des liens visuels qui allaient nourrir l'interprétation du film. Ouais. Tout à fait. Puis que de faire qu'on se pose des questions aussi, je pense que cette ambiguïté-là fait aussi que le film reste avec nous, puis qu'on se pose plus de questions. Après, il y avait aussi une question sur justement sur la fin. Là, on en révèle beaucoup, mais je pense que les gens qui écoutent ça ont vu le film. Mais justement, sur la fin de Platanero, à savoir, c'est le groupe du Cégep Saint-Laurent qui demandait ça, si le loup-garou est vraiment mort ou si c'est symbolique, justement. T'sais. À vous de nous le dire. C'est ça, ça appartient aux gens, en fait. Absolument. Je pense que le message qu'on voulait passer au final, c'était arrêter le cycle de la violence aussi du racisme, donner cette possibilité-là du moins. C'est sur quoi il tire. Il se rappelle des paroles de son frère. C'est sur l'ombre de la créature. C'est le cœur de l'ombre. L'ombre représente le mal un petit peu en chaque personne. Donc, c'est pas l'être humain nécessairement qui va tuer, c'est le mal qui l'habite. Le manque d'éducation ou juste le racisme systémique qui est là-bas. Fait qu'il y a définitivement quelque chose de symbolique là-dedans, mais en même temps, ça reste relativement ouvert, donc ça permet ça peut être ouvert aussi. Est-ce que la personne qui l'affronte à la fin, c'est réellement le monstre qui l'a vu? Aussi. C'est ça. Là, est-ce qu'il fait une association à cause de la scène d'avant où il l'a vu en train de trancher les dreads d'un haïtien? C'est quand même une scène assez troublante. Ouais. Ma mère était assez choquée pendant qu'on tournait la scène. Tous les figurants, c'est toute ma famille en plus costumée. C'était un peu...
Wow, mais c'est fou aussi parce que c'est quand même une réalité qu'ils connaissent, mais de la voir comme ça mis en scène devant eux, ça les choquait quand même. Ouais. Ben, il y avait... Ouais. Pour certains d'entre eux, tu sais, certains d'entre eux sont quand même conscientisés que, tu sais, oui, il y a c'est pas bien la violence, c'est ce qui se passe contre les Haïtiens, fait que certains d'entre eux ont trouvé un peu l'expérience un peu de tourner la scène un peu particulière. Éprouvante, oui, je peux comprendre. Ouais, c'est ça. Mais il y avait d'ailleurs une question sur le tournage, parce que je pense que c'est vraiment intéressant déjà que vous soyez dans ces lieux-là, ça rend le film très, très riche. Donc, c'est au Cégep de Trois-Rivières qui se demandait, premièrement, si le tournage a été bien accueilli par les gens sur place, puisque ça a été difficile d'éclairer et de tourner la plantation. Fait qu'on est vraiment dans des détails de tournage, là, vraiment. Puis après ça, il y a plein d'autres questions, en fait. Fait que je vais te laisser quand même répondre à celle-là, puis après ça, je pourrais enchaîner. Non, on a été bien accueillis. Il faut comprendre que la seule raison pour laquelle le film s'est fait, c'est juste parce que ma famille, du côté de ma mère, je suis moitié québécois, moitié dominicain, a accueilli le tournage à bras ouverts. Tous les tournages, tous les lieux de tournage, c'est des voisins, des amis ou la famille. Tout le temps. Fait que on a été extrêmement bien accueillis. Même dans des endroits comme le bidonville de Grand Frétifray, où il y avait beaucoup de gens autour qui avaient aucune idée de qui on est. Ben, ils savaient qui j'étais parce que, bon, tu sais, j'ai grandi un peu là-bas, fait que beaucoup de gens savent, ça doit être le fils de Eneida ou de... Fait que, tu sais, mais il y avait des endroits qui étaient potentiellement dangereux pour juste des inconnus blancs qui allaient se pointer là-bas. Mais on a tout le temps été bien accueillis. Donc voilà, ça c'est... Et tourner de nuit, ça a été... de jour, on a essayé de tourner avec le moins de lumière possible, et de nuit, ça a tout le temps été avec des lumières cachées derrière des arbres de bananes plantains ou avec du feu pour créer, tu sais, des jeux d'ombre, parce qu'il y a beaucoup de ça dans le film quand même. Là, parce que, tu sais, une plantation de nuit, c'est pas super intéressant. Faut lighter ça, tu sais, on met un feu au loin pour créer un reflet sur la peau. Puis il y avait un jeu de couleurs aussi, quand même, du bleu. Du bleu, puis... Mais c'est un défi quand même. J'imagine que c'était pas facile, ces moments-là. C'était pas facile, non, exact. Ils ont rajouté de la fumée, parce que, tu sais, c'est une plantation de bananes plantains, de jour et de nuit, c'est la même chose. C'est des rangées égales d'arbres qui s'étendent à l'infini, tu sais, mais à l'infini. Si tu faut créer quelque chose pour que ça pop, tu sais. Mais ça fonctionne super bien. C'est super épeurant la nuit. C'est vraiment. Puis, est-ce que, Vincent, tu as eu la chance d'aller sur place pour, avant de finaliser, mettons, l'écriture, parce que tu dis comme 15 versions, en tout cas beaucoup de versions? Pas pour le tournage, malheureusement, j'étais pas là à ce moment-là, mais je pense que c'était en 2015-2016 à peu près. Juan, moi et deux autres amis, on est partis avec... la volonté de tourner un documentaire autofinancé sur la situation des Haïtiens là-bas, qui commençaient à se faire déporter, dénationaliser et tout ça. Donc, c'était très ambitieux. Ça n'a jamais vu le jour, mais j'en ai tellement appris. Parce que écrire du Québec, j'ai Juan pour donner de l'information, pour me raconter. Il est tellement bon en plus pour décrire les environnements, juste la couleur des gens là-bas. Mais d'y être, d'écrire littéralement les lieux. Mais en personne, c'est sûr que ça change tout. Oui, ça incarne. Là, j'aurais pas pu écrire ce film-là ou les 14 versions de ça si j'avais pas mis les pieds là. Oui, tout à fait. Fait qu'il a vu tous les lieux de tournage. Littéralement, c'est ça qui est drôle. Fait qu'à un moment donné, tu sais, je disais, ce lieu-là, c'est comment? Ce corridor-là, ben, ça inspire cette rangée tellement. de bananes-là spécifique. Je veux dire, c'est tellement une histoire qui est vraiment imprégnée de l'endroit où ça se passe. Tu sais. C'est sûr, ça prend ça. Puis d'ailleurs, au Cégep de Trois-Rivières, justement, il continuait, puis je sais qu'il y a une très bonne anecdote de ça. Il demandait si le film avait été présenté en République dominicaine, puis si oui, quelles ont été les réactions. C'est récent en plus, fait que ça tombe bien. Parce que la version, on pourrait parler de ça pendant une demi-heure. Maudit. Mais il faut... ça va être édité au montage, je le sens, là, comment... On va tout gérer. Il faut que ça soit... Vincent n'était pas là, fait qu'on peut déjà... Désolé. Non, vas-y, prends le spotlight. On va être passionnés. Raconte-nous ça. Fait que tu sais, j'ai été invité, pas à la dernière minute, mais un peu hors compétition par le festival qui m'a dit, t'es hors compétition. Et là, tout d'un coup, je suis comme, OK, mais tu fais l'ouverture. Je suis comme, OK... Devant quel film? Là, après, tout d'un coup, je découvre que c'est l'équivalent, un film un peu l'équivalent de La Bolduc, mais là-bas, c'est La Reina del Merengue. Mili, La Reina del Merengue. Fait que j'étais comme, OK, wow, on joue devant un film quand même cute. Et notre film, il est quand même rough. Et, tu sais, il me dit, bon, c'est le plus gros festival des Caraïbes.
ça sera pas gros comme Sundance où le Platanero a fait sa première Ouragan. Et finalement, c'est une salle d'opéra de 3000 personnes. C'est une des plus grosses salles des Caraïbes. Littéralement, je rentre, c'est juste comme, littéralement, l'entrée, là, c'était comme le Chinese Theater pratiquement pour les Oscars. J'étais comme... Oh mon Dieu! Avec un gros tapis rouge, avec des gens du gouvernement dans la République dominicaine, tout le gratin artistique dominicain, je suis juste comme, oh mon Dieu. Puis personne, moi je connais certaines personnes de face, mais personne me connaît, là. Et là, le film joue, et là, il y a une grosse présentation, mais là, tout d'un coup, je me dis, est-ce qu'ils savent qu'il y a un court-métrage qui va jouer avant, tu sais, puis là, je m'inquiète un peu, puis là, ils font une grosse présentation. Là, l'ancien président qui va redevenir président est là. Je suis comme, mais voyons donc, c'est ben trop big. Puis là, mes 2 comédiens, eux autres, dominicains qui jouent dans le film, eux autres rentrent, puis on est là, puis ils parlent sans arrêt du long métrage qui va jouer, mais ils parlent jamais du court métrage qui va jouer avant, qui est comme dans un autre ton complètement, qui est comme assez rough. Tu sais, on passe dans... Et là, je vois la feuille, tu sais, où il parle, un film sur l'identité et le territoire en République dominicaine. Je suis comme, OK, c'est une drôle de description. De décrire ça, ouais. Tu sais, sans le nom du réal, comme le long métrage non plus, ils n'avaient pas mis le nom du réal, mais à la toute dernière minute, on m'appelle. Moi, je suis assis à l'autre bout, puis il y a des marches jusqu'à l'infini où je dois descendre. Puis là, je dis, bon, là, on a un invité spécial, un réalisateur qui a fait sa première mondiale l'année passée dans un grand festival. Il va vous annoncer c'est lequel. Un film dominicain qui a beaucoup de succès à travers le monde. Je suis comme, OK, là, je descends. Et c'est à la toute dernière minute qu'ils ont énoncé qu'il y avait un short film qui allait jouer avant. Et... mais j'avais peur que les gens ne soient pas préparés à voir ce film-là. Oui. Fait que là, je descends, le président est à 1 mètre de moi. Là, je suis comme, oh my God, c'est vraiment spectaculaire. Tu sais, c'est vraiment une salle gigantesque. Et je dis merci, mais j'oublie de prévenir les gens que c'est un film de genre et d'horreur parce que je suis overwhelmed par la situation. Fait que je vais me rasseoir. J'ai quand même bien fait ça. Tu sais, un de mes comédiens dominicain m'a dit, t'as bien fait ça. T'as fait exactement ce que je t'ai dit de faire, sauf prévenir les gens que c'était un film d'horreur. ça t'est sorti de la tête. Et le film joue et finalement, les gens le savent pas. Fait plus le film augmente et plus le film avance et plus je sens que les gens ont peur. Mm-hmm. Parce que la légende... Tu sais, ces légendes-là folkloriques de monstres qui surveillent les plantations ou les ranchs, c'est quelque chose que les gens croient beaucoup. Mm-hmm. Tu sais, les démons qui surveillent les propriétés des gens. Fait que je le sentais, j'ai entendu des mamans, j'ai peur. Il y avait des enfants. Oh non, des enfants! Il y avait des personnes âgées qui étaient comme, qui se cachaient les yeux. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, le film a vraiment... Puis du moins qui sortent de... Mais c'est 3000 personnes, fait que la salle était vraiment pleine, mais il y avait du monde qui sortait de la salle. J'étais comme, mais voyons donc. Oh non. Puis là, moi, j'ai regardé mes deux autres acteurs, on était comme, ben voyons donc. Qu'est-ce qu'on vient de créer? C'était comme si c'était la première fois qu'on présentait le film. Ouais. Tu sais, je pensais pas qu'après 1 an de présentation du film, on allait avoir le truc le plus wild ever. Ça a été le fun que l'équipe québécoise et... Voilà, ouais. Et c'est ça, les gens ont applaudi à la fin, puis tous ceux que j'ai croisés après m'ont dit « Wow, c'était impressionnant. » C'est ça, le film. Les gens pensaient que j'étais américain. Mais, tu parles espagnol? Mais oui, je parle espagnol. Ah, c'est bon! Je suis pas américain, là. Mais c'est intéressant parce que c'est... Même au Québec, je pense que c'est un genre de film qu'on n'est pas habitué de voir. Fait que, tu sais, comme on associe ça beaucoup à la culture américaine. Mais en République, ils sont pas habitués de voir ce genre de film-là non plus. Hein? Ils font des comédies ou des films d'auteur comme au Québec, mais les films d'auteur dominicains, ils sont pas regardés en salle là-bas. Ils voyaient... Non, les salles sont vides. Ça. On a des très bons réalisateurs d'auteurs, tu sais, qui font du cinéma vraiment... Qui font des festivals et qui font des festivals qui sont vraiment très bons, qui sont inconnus pour nous, Québécois, mais qui sont extrêmement talentueux. Mais ces films-là ne pognent pas en salle là-bas. Ouais, ben c'est pas si loin de la réalité au Québec quand même. Mais des films d'auteurs
horreur, court-métrage comme Platanero, c'est basically it. Ils ont jamais vu ça. Ils ont jamais vu ça. C'est fou. Ou s'il y en a des films d'horreur short film, ils sont tout le temps cheap. Ouais, je comprends. C'est comme le monstre apparaît et t'es juste comme bad. Oui, c'est Nous ça. autres, on a réussi à... Ben, il y a tellement d'énergie sur la créature. Moi, j'aimerais ça qu'on en parle un peu quand même parce que, tu sais, par rapport à comment vous l'aviez imaginé, parce que vous l'avez écrite, vous l'aviez un peu imaginé, mais après ça, tout le travail qui se fait pour qu'elle devienne vraie, On a été cette créature-là. extrêmement chanceux de travailler avec les Blood Brothers pour ça. Là. Ils ont Oui. vraiment pris notre vision, puis voilà, hein, quoi, du premier coup? OK, c'est wow. fantastique, c'est merveilleux. J'avais toujours peur, quand j'écrivais les scènes d'horreur dans le film, de voir comment est-ce qu'on va réalistement montrer ça à l'écran. Jamais que ça va arriver dans un court-métrage québécois. Non, oui, puis quand j'ai vu ce qu'ils nous ont sorti, c'est bon, OK, j'ai plus peur du tout. Fantastique, ça va être incroyable. Ça a été... c'est ça, c'est dommage qu'un des créateurs de cette créature-là n'est plus avec nous aujourd'hui. Bon, il nous a quittés, malheureusement. Fait que, une pensée pour Carlo, encore. Complètement. Mais qui a fait une bonne job, qui a vraiment travaillé plus. Ils ont mis plus que qu'est-ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. T'sais, à un moment donné, ils se sont juste dit, bon, tant pis, on va juste y aller all-in. Ouais, ils voulaient que ce soit le meilleur film. Ça se sent, là, je pense, pour Platanero, que comme tout le monde qui était impliqué voulait que ce soit le meilleur film. Parce que c'est beaucoup de défis pour le résultat. Mais c'est vrai que c'est quand même rare, là, surtout en court-métrage, qu'on voit autant d'effets spéciaux puis de travail sur la direction artistique. Fait que c'est quand même, je pense que c'est quelque chose qui va peut-être impressionner aussi puis donner envie aux jeunes. C'est quelque chose qu'on peut faire au Québec. Je pense que vous avez dû travailler fort pour réussir à faire ça puis prouver... Je pense que tu disais aussi, Rohan, que c'est quand même quelque chose qui était un défi au début, même pour avoir du financement pour le film, d'être en mesure de prouver que vous êtes capable de faire ça, en fait. Ouais. Parce que de passer de ce qui est écrit à, comme tu dis, que concrètement, on y croit puis ça fasse peur, c'est un gros défi, tu sais. Comment vous avez fait pour convaincre les institutions, au final, de vous soutenir? Qu'est-ce qu'on a fait? Je sais Qu'est-ce qu'on pas. a fait? On s'est entouré de bons producteurs qui savaient comment... Bon, ça, cette partie-là, c'est... Bon, Vince, t'avais-tu proposé... OK. Je sais pas, qu'est-ce que tu... Non, les Blood Brothers, c'était Sébastien, right? Qui a proposé de... Fait que, tu sais, on a eu des... Tu sais, j'ai réussi à faire le scénario à différents départements, puis le scénario a convaincu des gens, fait qu'on pouvait toujours mettre leur nom comme artiste. Fait qu'on a réussi, dès le dépôt, à builder, tu sais, de quoi, malgré le fait qu'on est totalement inconnus, là. Ouais, puis Irden s'est attaché au projet depuis plusieurs années. Il a lu la première version, puis il a fait « OK, cool. Dites-moi là quand vous êtes prêts, puis on va faire ça. » Ça, c'est cool. Et Irden s'est tenu parole. Fait que déjà, tu sais, c'était le fun. On avait déjà quelqu'un dans le cast qui était crédible. Fait que ça a aidé. Puis à un moment donné, on a eu la bourse en écriture. Fait que ça déjà, ça prouvait on était sérieux. On a été payé pour écrire le scénario, lui et moi. Puis on a fait... Non, je pense qu'on a fait une bonne job, parce qu'au final, les gens, les retours ont été positifs. Ouais, puis on a réussi à le faire. Ouais, on a réussi. On sait jamais quand est-ce que ça va s'arrêter dans le processus, tu sais, quand est-ce que le rêve, la petite lumière au bout, on est comme, finalement, ça s'arrête là. On était proche, mais non, ça finit par se faire, puis... Mais on a eu, ce qui nous a aidé, c'est la bourse en pré-production du CAN qui nous ont dit, écoute, on va vous donner de l'argent pour starter le projet. Wow, OK. Fait que là, vous allez pouvoir faire storyboard, visite de loc avec une équipe, pas juste toi, Juan, mais avec du vrai, avec une vraie team de cinéma. Et, ça, c'est nécessaire. Ça, c'est nécessaire. On a fait un mood board, un lookbook super détaillé. Fait que je veux juste dire ça aux jeunes qui vont vouloir faire leur film de super-héros au Québec un jour avec plein d'explosions puis des monstres géants qui pètent des buildings. Faites un lookbook. Puis engagez du monde. Du monde compétent. Du monde compétent dès votre premier dépôt, même presque en écriture. Parce que là, dans les prochains... Ça serait le fun qu'il y ait des jeunes qui arrivent vers ça. Qui arrivent à ça un jour. Là, mais juste engager dès le départ du bon... Il écrivait un bon scénario. Faites ça bien. Oui. Écrivez pas n'importe quoi en disant « ils vont vouloir embarquer. » Non, nous, on s'est fait... Faites-en des films de monstres, mais il faut que le monstre veuille dire quelque chose. Il faut que sa présence raconte quelque chose. Complètement. Mais je pense que le Platanero prouve très, très bien ça. Je veux dire, le suspense est là, l'horreur est là, mais comme tout ça, comme on l'a dit, est plus horrifique parce que ça représente quelque chose d'humain puis de complexe. Fait que je pense que oui, ça, c'est quand même un super bon conseil pour ceux qui ont envie d'écrire des films de monstres. Merci de rebondir là-dessus, que si vous voulez faire du genre, faut l'assumer.
Ça, c'est le conseil que je veux mettre quand vous faites votre dépôt aux jeunes qui étudient en cinéma. Si vous voulez faire du genre full assumé, full structuré de façon très américaine, très mainstream, juste ayez de quoi à dire. Tabarnak. Pour vrai. Non, pour vrai. Parce que sinon, vous allez vous demander comment ça se fait. Là? Ça fait 14 dépôts, on l'a pas. C'est comme, parce qu'il faut dire quelque chose, Essayez de dire de quoi avec votre cœur, essayez de dire de quoi d'important. Puis c'est tellement intéressant. Moi, j'aime tellement le genre utilisé de façon subversive comme ça pour parler de toutes sortes de sujets, pour dénoncer, où il y a vraiment une puissance là-dedans qu'il faut explorer, en effet. Puis, je pense que je comprends que quand on est ado, nos premiers films de monstres ne veulent peut-être pas dire grand-chose, mais éventuellement, quand on veut faire ça professionnellement, puis qu'il y ait des gens qui travaillent avec nous, qui nous suivent, qu'on soit financés, là, comme c'est le temps de commencer à avoir quelque chose à dire, là, je suis assez d'accord, là. C'est un bon conseil. J'aimerais ça qu'on parle un peu de casting, justement, parce que Irdens, qui était là dès le début, puis t'as quand même dit que le personnage initialement était beaucoup plus jeune que Stanley, qui joue Petit Fré. Fait que comment on arrive à Stanley finalement, puis comment vous avez adapté l'histoire. T'étais là dans le casting, toi. Fait je pense qu'au départ, Irdens nous avait déjà parlé de son frère Stanley qui commençait à avoir des petits rôles, mais il était beaucoup plus jeune dans ce temps-là. Mais le temps qu'on arrive au tournage, il y avait quoi, 16, 17? Il y avait 16 ans. C'est ça, donc c'est sûr que là, la vision de Petit Frère qu'on avait, elle avait changé un petit peu. Dans les dernières versions de scénario aussi, on avait fait vieillir un peu pour que ce soit moins traumatique d'avoir un petit bonhomme de 8 ans dans une plantation. Tourner avec un enfant, il y a d'autres complications qui sont associées à ça aussi. Là. Donc oui, finalement, juste le fait d'avoir des vrais frères dans la vraie vie aussi, il y a un lien qui est là que, oui, les meilleurs acteurs du monde peuvent essayer de l'imiter, c'est sûr, mais c'est déjà là. Ouais, vous n'avez même pas à l'inventer, là, c'est exact. Ça. Puis c'était évident, justement, quand on a fait le casting, on l'a vu tout de suite. Bon, c'était clair, c'était réglé. Mais c'est vrai, puis c'est tellement important qu'on y croit à cette relation-là. C'est quand même beaucoup ça qui porte le film. Puis en effet, c'est juste super intuitif, là. On le vit tout de suite, ils n'ont pas à le jouer. Puis est-ce que c'est des légendes ou du folklore qu'ils connaissaient très bien, Stanley et Irdens, ou c'est des choses dont vous allez comme un peu discuter avec eux pour les nourrir, pour jouer ça? Je pense pas qu'ils étaient très familiers. Je pense pas qu'ils étaient très familiers, Je sais par exemple que pour parce qu'ils parlent en créole puis en espagnol là-bas, je pense que ils parlent pas ça couramment ici, mais leurs parents, eux, oui. Donc je pense qu'ils ont eu plusieurs conversations avec leurs parents pour se préparer, d'après ce que je me souviens des conversations qu'on a eues, là, juste pour aller chercher la petite couleur qui manque à la langue. Là. Les deux sont fluents en créole. Mais je sais qu'Irdens et Stanley, je pense qu'ils sont allés chercher un accent de plus, tu sais, pour l'authenticité du truc. Là. Puis ils ont appris leur ligne de dialogue phonétiquement en espagnol. Parce qu'ils ne parlent pas espagnol. Ils ne parlent pas espagnol, mais ils parlent créole. Au moins, puis justement, c'était une question que moi j'avais par rapport au scénario. Le scénario, vous l'avez écrit comme initialement en français, puis après vous avez été chercher de l'aide pour faire la traduction. Ouais, c'est ça. Espagnol, est-ce que Juan, tu l'as fait toi-même ou tu as même été chercher quelqu'un quand même pour valider? Je suis allé chercher quelqu'un. J'ai fait ça au début, puis je pensais que c'était bien, puis finalement, pas tant. Non. Mais ça, c'est un autre conseil intéressant. Qui va être utilisé pour le tournage, finalement, pour apprendre des dialogues pour vrai. Donc, il faut que ce soit... Oui, puis même sur place, tu sais, est-ce que... vous êtes allé avec votre équipe, bien sûr, mais est-ce qu'il y avait aussi quelques personnes locales qui vous aidaient sur place? Fait qu'il fallait quand même aussi être capable de communiquer avec eux... convenablement, on s'entend. Convenablement, oui. Parce que je suis toujours intéressée par ces défis de langue-là, puis c'est tellement cool de savoir qu'ils ont appris phonétiquement leur ligne, puis ça fonctionne tellement bien, là, en fait, là. Oui, non, ça fonctionne bien. Ils ont vraiment été full... Irdens, Stanley était content, il y avait moins de lignes en espagnol à apprendre, il trouvait ça full aussi. Irdens qui avait tout... Jonathan et Irdens avaient le plus de lignes en espagnol. Puis... Cette année, j'ai juste mes lignes en créole à apprendre, plus 2-3 mots en espagnol. Lui, c'était comme, il y avait la job facile, mais il y avait le reste de la job physique, les grands yeux, puis la peur. Il parle avec ses yeux. Il parle, c'est ça. Fait que lui, il y avait tout le reste de la job, mais les dialogues, tu sais, il parle pas... C'était plus créole, puis ce qui fait beaucoup de sens aussi, parce que, tu sais, lui, il était plus directement en contact avec son frère, alors que son frère était plus en contact avec le monde, tout le monde qui l'entoure, puis... mais c'est quand même super intéressant, puis c'est vrai que, mon Dieu, lui, les défis sont dans ce qu'il a à jouer, là.
là, dans ses yeux, dans ses... C'est lui qui nous transmet la peur, parce que comme avant qu'on voit le monstre, on le voit dans le fond dans ses yeux, là. C'est lui qui la vit, cette peur-là. Puis quand vous avez tourné, justement, mettons, ces scènes-là où lui voit le monstre puis a peur, est-ce que le monstre était là? Ou il nous joue ça... Non. La première scène où il voit le monstre, c'est la première fois où il voit le monstre, pour vrai. C'est vraiment très drôle. Ah, mais ça, c'est bon. Ça fait quelque chose d'authentique. On a tourné toutes les scènes avec le monstre en ordre chronologique, purement par accident. Fait que ça a permis quand même aussi, justement, de comme avoir l'authenticité de cette relation-là avec le monstre, c'est la rencontre, puis après, c'est quand même super intéressant. Puis ça, encore une fois, on le doit vraiment à cette créature-là qui était tellement terrifiante, puis que Stanley avait peur pour vrai au final. C'est pour ça que ça marche. C'est ça qu'il disait, il avait peur pour vrai aussi. C'est tellement intéressant. Aïe. Mais merci tellement de nous jaser. Je pense qu'on aurait pu continuer très, très longtemps. On s'en doutait. C'est un film ultra riche. Puis je suis certaine que les étudiants et étudiantes vont avoir plein de choses à dire. Très hâte d'entendre ce qu'ils vont en penser. Puis on va rester à l'affût, évidemment, pour le dévoilement. Merci pour les questions. Merci pour l'invitation. Merci. On m'a bien entendu, sinon? Je pense que oui. Yeah! Merci! Cet épisode est présenté dans le cadre du PCCQ qui permet aux étudiants et étudiantes de plus de 60 cégeps de découvrir 10 films d'ici, de débattre et de couronner leur coup de cœur. Merci à la Coop Vidéo de nous accueillir dans leur bureau, à tous les partenaires du PCCQ dont la SODEC et Téléfilm Canada. Merci au comité organisateur et aux profs impliqués dans les cégeps.